Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait une nouvelle interview à la fois pour Flûte, donc vous allez retrouver dans le nouveau numéro une interview avec Océane No. Salut Océane. Salut. Qui est autrice et qui est aussi bénévole pour Quartier Libre, qui fait une chronique qui s'appelle Drôle de médiathèque. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Drôle de médiathèque ? C'est une chronique de recommandations de livres, séries, films que vous pouvez retrouver à la médiathèque. Donc c'est aussi pour encourager les gens à s'inscrire pour pouvoir bénéficier du service public qui est la médiathèque. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop, mais il y a plein de pépites. Donc l'idée, c'est d'aller chiner un peu toutes ces pépites. Oui. Et toi, tu parles des pépites qu'on peut retrouver, quoi. Voilà. Et en plus, maintenant, tu es accompagnée de Marine. Oui, tout à fait. Marine, qui est aussi bookstagrammeuse. Elle a déjà un compte qui est assez suivi, pratiquement 2000 abonnés. Et comme elle est vraiment plus BD et que moi, c'est moins ce que je lis, même si je lis beaucoup de mangas, mais pas trop de BD, je me suis dit, allez, ça serait pas mal. Faisons un binôme. Et puis comme ça permet de renouveler aussi les recommandations. Et ben, comme tu as parlé de ça, on va commencer par une première question. Qu'est-ce que tu lis, toi, Océane ? Waouh. Alors vraiment beaucoup de choses sauf du polar. Mais sinon vraiment ça va, je peux lire autant de la jeunesse, enfin des romans jeunesse, des BD, des essais, des mangas, la littérature. Alors en littérature aussi je suis très littérature étrangère. Je ne sais pas pourquoi la littérature française c'est toujours plus ou moins compliqué. Mais... Ça t'ennuie. Oui, en tout cas souvent c'est pas des thèmes qui me parlent. Donc j'ai quand même lu un peu mes classiques, mais en littérature contemporaine, alors j'essaye petit à petit d'y retourner, mais c'est vrai que c'est plus la littérature étrangère. Et d'ailleurs j'avais fait un projet en lien avec ça qui s'appelle Voyageurs littéraires et qui est lié à mes voyages. Et donc l'idée est de lire des romans du pays où je vais pour voir si la littérature nous aide à comprendre un pays. Et il y a un compte Instagram de ça. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez aller regarder ça. Aussi, oui. Voilà, ça donne des idées de lecture. Donc, toi, tu as écrit 2 romans, La nostalgie de mai et Sur les cendres. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, ma première question favorite, c'est quelle a été ta rencontre avec l'écriture ? Ça vient du collège et des rédactions d'invention, ça s'appelait comme ça, je crois. Et en fait, c'était vraiment là où je m'amusais le plus. Parce que sinon, quand on commence à faire les commentaires, les dissertes, horrible. Je n'arrivais pas, je comprenais pas le concept. Mais par contre, quand on me demandait des récits d'invention, là pour le coup, c'était bien et je m'en sortais bien. Et en fait, là où j'ai vraiment commencé à écrire sur le long cours, à commencer un roman, c'était en 3e avec les copines. On était fans de Final Fantasy VII. J'en avais fait une fanfiction, comme on appelle ça, avec nous dedans. Et puis là, ça a été vraiment le début de l'écriture. Et bon, après, c'est devenu Sur les cendres. Vous pouvez essayer de nous trouver dedans, on n'y est plus vraiment. Mais voilà, le roman après a vraiment évolué, mais ça a commencé au collège. Alors toi, je sais que tu as un processus d'écriture qui est bien à toi, c'est-à-dire qu'on te voit tout le temps au bavardage et on te voit jamais, je crois que je ne t'ai jamais vraiment vu avec un ordinateur, et tu as un paquet de carnets. Est-ce que tu peux nous raconter cet amour aussi pour le papier, quoi ? Oui, c'est vrai que déjà de base j'aime vraiment beaucoup les papiers. Enfin, même quand j'achète un livre, c'est quelque chose auquel je fais attention. Quand je choisis mon carnet, c'est quelque chose auquel je fais attention. C'est vrai que j'écris d'abord tout à la main parce que ça me permet de réfléchir moins vite, parce que mon cerveau va très vite. Et au moins quand j'écris au stylo, je suis obligée de ralentir en fait et de poser les mots et de les choisir, etc. Et c'est surtout que c'est une première étape parce que après quand je retape, ça me fait déjà une première étape de correction. Donc déjà de retravailler le texte, de le repenser, et après j'imprime, je recorrige, je retape, imprime, je recorrige jusqu'à temps que je sois satisfaite. C'est jamais la perfection, de toute façon on l'atteint jamais, mais voilà, c'est ce processus-là. Et donc oui, j'écris dans des carnets à 5. Pendant un temps, j'achetais toujours les mêmes, mais ils n'existent plus, donc je suis très triste. Oh non. À chaque fois, il faut que j'en trouve des nouveaux, mais ouais, format A5 et avec un stylo Bic bleu. Voilà. Très précis, très précis. Et il y a une étape que tu préfères dans tout ce processus un peu d'écriture ? Oui, c'est vraiment la réécriture. Enfin, parce que c'est ce moment où on peut vraiment couper dans le texte, le retravailler. Enfin, la base est là, il y a juste à l'améliorer en fait. Alors que vraiment de sortir la première version, ça peut être très long. D'ailleurs, Sur les cendres, ça m'a pris 15 ans. La nostalgie de mai, je l'ai écrit d'un coup en 6 mois, mais après, je l'ai retravaillé pendant 2 ans à peu près. Mais ouais, vraiment, c'est la réécriture. Et même d'ailleurs, quand les gens me demandent de corriger des textes, c'est la partie que je préfère, quoi.
Toi, ça te permet de t'évader, d'écrire. Qu'est-ce que ça te procure, l'écriture, pour toi? Ah oui, c'est complètement de l'évasion et de toute façon ça rejoint pour ça la lecture en fait. C'est vraiment ce côté de se plonger dans une autre histoire et de se mettre dans les bottes, dans la tête de quelqu'un d'autre. Et ouais, en fait, je crois que ça me donne de l'espoir aussi. Enfin, c'est vraiment de se plonger dans un univers qui est le mien, mais qui peut se construire en opposition aussi au monde actuel et de créer une bulle, une bulle dans laquelle je suis bien, où tout est possible, ou du moins ce que j'ai envie est possible. On va parler en premier de Nostalgie de mai, parce que c'est le premier que tu as écrit. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il raconte? La Nostalgie de mai, donc ça, c'est un roman, on est vraiment dans un roman contemporain. Ça raconte l'histoire de Louis, enfin c'est Louis qui parle, qui raconte sa dernière année de lycée, et c'est la première fois où il est tombé amoureux, mais en fait ça c'est un peu le déclencheur, mais ça parle vraiment de quelqu'un qui apprend à se découvrir grâce à une rencontre, et comment il grandit, il devient mature, et puis en fait il remet en question tout ce dont il était sûr et certain. Donc ça parle de ça. Après il y a elle qui parle aussi. Et c'est vraiment un roman sur le regard qu'on a sur nous-mêmes et le regard que les autres nous renvoient aussi et comment on se construit par rapport à ça. Et puis il y a 2 points de vue dans ce roman. T'aimes bien justement alterner un peu les points de vue? Oui, c'est peut-être un défaut, je sais pas. Mais là, en fait, c'est drôle parce que quand je suis arrivée à la fin de la partie de Louis, je me suis dit, en fait, j'ai pas fini. Et il y a elle qui a... Je dis pas son prénom, il y a une raison. Mais elle a commencé aussi à raconter quelque chose. Je me suis dit, ok, elle a des choses à dire. Donc, je suis repartie. Et d'ailleurs, le style est très, très, très différent sur les deux. Et heureusement, parce que sinon, on se dit que ça n'a pas d'intérêt. Oui. Mais oui, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et qu'on retrouve un peu sur les cendres. Alors là, c'est vraiment un raconté à jeu dans la Nostalgie de mai, mais sur les cendres, on est à la 3e personne. Mais on passe d'un personnage à l'autre et d'un point de vue à l'autre. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans Sur les cendres? Ça n'a rien à voir. Donc là, comme je disais, à la base, c'était une fanfiction de Final Fantasy VII et on retrouve un peu cet univers où on est gouverné par une société. Enfin, ça se passe sur la Terre. Il n'y a plus de gouvernement, c'est une entreprise. Face à eux, il y a quand même des petits rebelles qui se disent « c'est pas cool, on aimerait bien qu'il y ait plus de liberté ». Il s'appelle Nuage et en fait, il y a le numéro 2 de la société qui décide d'inviter la chef de la rébellion pour essayer de trouver un compromis. On sait que ce n'est pas vraiment ses intentions derrière. Et en fait, cette rencontre va avoir plein de conséquences dans leurs entourages et même en fait sur l'équilibre politique. Donc c'est ça. Et en fait, on suit comme ça toutes les personnes qui sont liées à ces deux personnages, donc qui sont soit du côté de la société, soit du côté des rebelles, ou entre les deux, et qui, par la force des choses, se trouvent embarqués dans ces implications politiques, quoi. Et ça, en 15 ans, comment il a évolué entre ce que tu avais imaginé au début et la dernière version, quoi? Alors déjà, il est beaucoup plus gros. Un pavé. Oui, voilà. Non, vraiment, il a rien à voir. Et puis, de toute façon, il y a eu des nouveaux personnages. En fait, je crois qu'il a grandi avec moi et il a maturé avec moi. Enfin, les personnages n'ont rien à voir. Déjà, ils sont matures. Enfin, soyons honnêtes. Et puis, c'est surtout que le plus difficile, en fait, était de lier tous les destins. Et qu'un événement se passe au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, etc. Donc, ça a été vraiment ça un casse-tête, en fait. Puzzle. Un puzzle. C'est plus joli qu'un casse-tête. Oui, voilà, c'était vraiment... tu prends les différents fils d'intrigue, comme si tu avais des petites cartes, et puis après, il faut les remettre dans le bon ordre, et voilà. Mais comme c'est un peu ma partie préférée, donc... Tu t'es amusée en faisant. Oui. Océane, t'es hyper attachée au personnage, on le voit dans Nostalgie de mai, on le voit sur les cendres, c'est dur. Dans Sur les cendres. Dans Sur les cendres. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'intéresse dans la recherche des personnages? En fait, d'ailleurs, en posant la question, je me dis c'est pareil dans les romans. Enfin, c'est vraiment ce que je préfère. Je pense qu'il peut ne rien se passer dans le roman, mais si les personnages sont attachants, en fait, tu vas quand même les suivre parce que tu as un affect qui se crée avec eux. Et moi, je pense que... En fait, mes personnages, je les connais. Enfin, c'était comme si c'est des gens que je rencontrais. Et c'est pour ça que souvent, mes processus d'écriture sont assez longs ou alors très intenses, ça dépend. C'est parce que j'apprends à les connaître. Et donc, ça va être autant leur vie à l'instant T du roman que ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Et
Et voilà, en fait, j'ai envie de les rendre vivants avec leurs défauts. Et il y a des fois, t'as envie de leur foutre des claques. Mais on est pareil. Et puis il y a des fois, t'as envie de leur faire des gros câlins, mais on est pareil. C'est vraiment ça mon lien avec mes personnages. Et est-ce que c'est des personnages que t'inventes de A à Z ou est-ce que ça arrive que tu prennes quelqu'un que tu connais et que tu t'en inspires pour créer tes personnages? Ça dépend. Il y a des fois, comme sur les cendres. Voilà, on c'était copines. Mais pour la nostalgie de mai, pour le coup, il venait de nulle part. Il venait de ta tête. Voilà. Mais bon, après, en fait, de toute façon, toute création artistique n'est que l'accumulation de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a lu, etc. Donc, certainement qu'on retrouve quelqu'un quelque part dans Louis, voilà. Mais en fait, des fois, ça m'arrive. Alors, par exemple, il y a un autre roman là que j'écris qui se passe sous le Second Empire. Pour le coup, ça m'arrive d'aller j'aime bien ça de chez cette personne ou ce personnage-là, j'aime bien ça ou cet événement de ce personnage, je l'aime bien. Et ça m'arrive des fois de faire des mix comme ça et de créer à partir, en accumulant des infos. Des inspirations, quoi. Oui. Et justement, qu'est-ce qui t'inspire, toi? De quoi tu te nourris pour écrire? De tout, mais c'est beaucoup lecture. Je regarde énormément de films, de séries, voilà. Je lis beaucoup aussi, et après les gens et ce qui peut se passer autour de nous, en fait. Je pense que ça va être très important quand on crée de rester ouvert à ce qui se passe, parce que si on s'enferme dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est, comme on se renouvelle pas et on propose pas des choses très intéressantes. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et je fais attention à ça, en tout cas. De m'inspirer de tous les possibles. Je crois qu'on se demande tous combien d'heures tu lis dans une semaine. Je sais pas si c'est mesurable. C'est sûr, je lis tous les jours. Ok. Au moins, je pense, 20 minutes tous les jours. Mais après, il y a des fois, je peux passer mon dimanche à lire. Voilà. Mais si tu veux, un jour, je timerai. Ouais, carrément. Mais par contre, je note le nombre de livres que je lis par an maintenant. Ok. Et alors? Là, sur l'année, par exemple, 2024 j'en suis à 98, je crois. Waouh. C'est un petit peu tout petit. Ok, 98 livres. Pas mal, faites mieux. Tu étais en train de parler de ton nouveau roman que tu es en train d'écrire. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire le titre et de quoi ça va parler? D'ailleurs, je travaille sur 2 en même temps, mais il y en a un qui est plus ambitieux que l'autre, donc voilà. Mais celui dont je parlais, pour l'instant, le titre c'est Le Ruban Bleu et qui se passe sous le Second Empire, et qui est un roman historique. J'avais envie d'écrire un roman historique parce que j'adore toutes les fictions historiques. Mais souvent, c'est soit hyper glauque, soit hyper niais. On a un peu du mal à avoir un truc entre les deux, qui soit historiquement juste et qui soit... comme je dis, pas complètement... niais. Donc, je voulais créer quelque chose un peu comme ça, un peu rendre hommage à... Jane Austen aussi, sans avoir l'ambition d'écrire aussi bien qu'elle, voilà, mais juste retrouver un peu cette ambiance qui est drôle mais intelligente aussi. Et sauf que ça se passe toujours en Angleterre. Et à un moment donné, je me suis dit, mais on peut pas faire un truc chez nous, qui soit pas glauque comme Zola, parce que même si Zola est incroyable, on peut pas dire que ça respire la joie de vivre. Voilà, ça suinte un peu le crasseux. Après, on a aussi où on avait Victor Hugo, voilà, mais c'était pas trop l'ambiance que j'avais envie d'avoir. Et après, j'ai cherché aussi une époque, et je trouvais que le Second Empire, en fait, c'est une époque hyper riche, mais dont on parle pas beaucoup. Non, on connaît pas. On la connaît pour le fait que ce soit Haussmann, donc le moment où Paris est détruit et refait, donc c'est Paris qu'on a maintenant. C'est la révolution industrielle, et puis c'est beaucoup... justement, c'est l'exil de Hugo. D'un point de vue culturel, on la connaît plus, mais rarement associée à... c'est le Second Empire, quoi. C'est aussi le début des expositions universelles. Bref, c'est une grande époque. Et moi, pour ce roman-là aussi, je sais plus comment, mais en faisant mes recherches, je suis tombée sur les illusionnistes et prestidigitateurs de l'époque, et donc vraiment les pères de la magie, et puis de Robert Houdin aussi. Et donc j'avais envie d'avoir un personnage dans ce domaine-là. Je suis en train de partir, de te raconter tout ça, mais voilà. Et ce roman, en fait, ça va être sur une jeune femme qui a envie de sortir un peu de son carcan, mais c'est une époque comme très, très, très rigide. Et donc, c'est comment, justement, avec les rencontres, avec le prestidigitateur, c'est un mot d'adulte, elle va réussir à sortir de ça. Voilà, c'est encore ces questions-là de notre rapport à la société et comment être dans la société. Et le deuxième, que j'avais commencé l'année dernière pour un concours,
qui m'avait emmené en finale d'ailleurs. Ça s'appelle pour l'instant Job, Chaos et K-drama. On est complètement sur autre chose, on est plus sur une comédie. Mais là c'était pareil, c'était un peu pour rendre hommage au drama coréen que j'adore. Et que tu dévores. un peu beaucoup trop. Et là en fait c'est justement une jeune femme qui travaille dans une maison d'édition pour rendre hommage à ma carrière aussi, on va dire, qui se retrouve à avoir une mission en Corée. Elle connaît rien du pays et elle se retrouve là-bas. Affaire à suivre. Et ça en est où de l'écriture de ces 2 romans ? Job Chaos, j'ai pas mal avancé. J'aimerais bien avoir une première mouture soit là pour la fin d'année ou début 2026. Et le Ruban Bleu, en vrai, je m'accorde du temps parce qu'il y a beaucoup de recherches et j'ai envie que l'univers prenne vie plus facilement. Mais en fait, il faut tellement se plonger dans l'époque que c'est... Et on n'a pas beaucoup de représentations, on n'a pas beaucoup de films, etc. Donc il faut vraiment se créer un imaginaire et ça, pour le coup, je laisse le temps... Et du coup vient la question de la recherche. Ça prend énormément de temps d'aller chercher, aussi de multiplier un peu les sources, des livres, des films. Comment toi t'arrives à aller chercher tout ça ? Combien de temps ça te prend et comment tu t'y prends quoi ? En temps, beaucoup. Mais alors ça, pour le coup, c'est mes études d'histoire qui me sont bien. très utiles pour ça. Parce que je sais où aller chercher les sources, je sais où aller chercher des infos, comment faire une recherche justement sur une époque. La bibliothèque de Poitiers m'a été très utile, mais il y a aussi, en ligne, on trouve tellement de choses. Alors des fois, c'est un peu... on est un peu submergé, mais voilà. Enfin, faut être assez méthodique. En fait, pour le Ruban Bleu, c'est pareil. J'ai vraiment repris la méthode comme on faisait en licence, c'est-à-dire de partir dans un livre d'histoire générale. Enfin, tu prends un livre sur le Second Empire et t'as les différentes étapes chronologiques, les grands événements, la culture, etc. Donc comme ça, t'as les bases et à la fin, souvent, t'as des bibliographies. Et je cherchais par thématique. Ok. Mais après, en fait, des fois, il y a des trucs, mais vraiment, à un moment, je me suis dit, elles ont des poches dans leur robe ou pas à l'époque ? Ah, wow. Quelle bonne question. Mais en vrai, parce que c'était bête, j'étais en train d'écrire une scène qui se passe à une soirée de bal, et je voulais qu'elle puisse cacher quelque chose. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle a des poches ? Parce que les femmes et les poches, c'est tout un historique. Une histoire. Et en fait, je me suis retrouvée à contacter une association de reconstitution historique. Wow. Enfin, bonjour, est-ce que les femmes en 1850, elles ont des poches ? Et alors, est-ce qu'elles ont des poches ? Oui, dans les robes de bal, elles en ont. Ok. Voilà, mais pas tout le temps, pas dans toutes les robes. Et donc voilà, en fait, tu te retrouves à te poser des questions très techniques. Mais par contre, c'est hyper cool parce que tu rencontres des gens. Enfin, là, vraiment, sur le Second Empire, je me pose aucune limite, quoi. T'appelles tout le monde, déjà saute partout. Ouais, c'est ça. Et même, je suis allée à des journées de reconstitution historique. Waouh. Oui, ils avaient organisé même un bal Second Empire. Ils avaient fait... Incroyable. Mais oui, tu pouvais apprendre à danser, les quadrilles, etc. Parce qu'il faut quand même savoir danser les danses de l'époque. Donc, voilà. Et en fait, ça se fait en effet boule de neige. Et c'est pareil sur l'époque, je me suis beaucoup renseignée. C'est le début en fait des cabarets, du cancan, etc. C'est là on commence à danser seul aussi, ce qui se faisait pas avant. Et ça pareil, ça t'emmène sur des... Et vraiment l'histoire des cabarets est passionnante, sachez-le. Et du coup, dans tes personnages, est-ce que pour mieux les connaître, t'essaies de te mettre à leur place ? Oui. Oui. De toute façon, en fait, quand t'écris, t'es obligé de te demander comment il va réagir à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Quelles sont ses petites manies, ses petites habitudes. Ça, c'est le plus difficile à retranscrire et à créer aussi, je trouve. Mais justement, là, pour Job, Chaos et K-drama, j'ai voulu que ce soit un personnage qui me ressemble pas du tout. Enfin, vraiment qu'elle soit beaucoup plus exubérante que moi, qu'elle ait rien à foutre. Aussi qu'elle ait une culture française qui est pas du tout la mienne. Enfin, comme je te dis, moi, je suis très intéressée par les cultures étrangères. Et donc, je regarde assez peu la télé française. J'écoute pratiquement pas de musique française. Je regarde pratiquement pas de films français, etc. Mais là, cette année, je me suis dit, allez, vas-y. Va sur Deezer, prends-toi tes playlists de chanteurs français contemporains. C'est pareil, je me suis mise à regarder des films. J'ai regardé L'amour est dans le pré pour la première fois de ma vie. Enfin, voilà. Et donc, petit à petit, comme ça, de me créer une culture que j'ai pas. Et des références que j'ai pas finalement. Et ça t'a appris quoi sur la culture française ? Qu'est-ce que ça m'a appris ? Bonne question, je me suis pas posé encore ça, mais en musique j'ai vraiment découvert des trucs trop bien et c'est hyper agréable en fait d'avoir des textes français, enfin c'est bête à dire, mais voilà, parce que comme j'écoute beaucoup de musique plutôt, d'autres langues, des fois je fais attention aux textes, mais là il y a même pas besoin d'aller chercher, traduire, etc. Et il y a vraiment des belles plumes. En plus je me suis vraiment concentrée sur des artistes féminines. Ok. Voilà. Bon, et c'est qui t'es découverte par exemple ? Santa.
Santa. Ouais, c'est la chanteuse de Ifen, si je me trompe pas. Et ben, c'était vachement bien. En fait, je l'ai découvert grâce à Drag Race France. Ok. Elle était dedans, ils ont... Ça, à la fin, c'est le lip sync. Mhm. C'était une chanson de Santa, j'ai trouvé ça vachement bien et j'ai enchaîné. Après, t'as bien sûr Zao. Mhm. Alors, je sais jamais, On Zao adore. de Sagazon. Exactement, Voilà. de Chagazan, ouais. Voilà, j'ai Pomme, je l'écoutais depuis Mhm. un moment aussi. C'est, je pense, les trois... Que tu as retenu et qui Ouais. que tu écoutes maintenant, quoi. Oui, mais en fait, surtout, je me suis dit, comme ça va vraiment avoir une part dans le roman, il y a des fois, je prends des paroles qui me parlent, qui parlent au personnage en tous les cas, et ça me permet de me lancer dans l'écriture. Peut-être que d'ailleurs, il y aura des paroles de chansons qui feront en tête de chapitre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment une base d'écriture aussi. Ok, génial. On a parlé de tous tes romans en cours, mais il y a aussi une grosse partie de ton travail qui est sur la transmission. Pour toi, c'est important de transmettre l'outil de l'écriture. Pour toi, l'écriture, c'est à la portée de tout le monde ? Oui. Bah, c'est vrai qu'on a une culture très élitiste, la littérature, l'écriture. Enfin voilà, c'est un truc. Soit t'es un génie, soit tu ne l'es pas. Heureusement, avec les écoles d'écriture, notamment américaines, on se rend compte que non. En fait, soit bien sûr tu peux avoir une appétence naturelle, mais derrière c'est quand même beaucoup de travail. Donc ça s'apprend. Enfin, il y a des choses qui s'apprennent. Il y a de la pratique, quoi. Oui. C'est... En vrai, l'imagination c'est un muscle comme un autre. Hein. C'est soit tu l'entretiens et ça marche, soit au bout d'un moment ça s'atrophie, mais comme tout en fait ça s'entretient. Et oui. Et d'ailleurs heureusement, enfin. Il faudrait vraiment que ça se démocratise plus pour qu'on ait des nouvelles voix en fait, parce que c'est vrai que notre édition, enfin le secteur de l'édition, la littérature, etc. sont faits de telle sorte que c'est quand même beaucoup les mêmes voix ou les mêmes sujets, etc. qui reviennent. Des fois, on a une petite pépite qui sort et voilà. Mais oui, je trouve que c'est quand même... Puis en fait, tout le monde sait écrire. Moi, ok, peut-être tu fais des fautes, on s'en fout. Ça se corrige, mais le fait que n'importe qui puisse se lancer, l'important c'est d'avoir quelque chose à dire. La façon dont tu le dis, ça se peaufinera en fait. Si t'as quelque chose à dire, lance-toi, écris-le, et après on verra. Et que le premier jet n'est jamais définitif, quoi. Le premier jet n'est jamais bon. Non, c'est sûr. Et puis, en fait, je pense qu'on a tous ce trauma de l'école, tu sais, de la sanction, quoi. Si c'est pas bon du premier coup, ça passe pas. Alors que, non, en fait, c'est juste du travail. Peut-être que ton texte, il mettra 10 ans, mais au bout d'un moment, il sera bon, quoi. Oui, et puis si t'as envie de le faire, fais-le, quoi. Oui, t'es là-dedans. Selon toi, comment on pratique, comment on exerce son imagination et son écriture ? Alors, soit t'as des exercices, tout simplement, prendre un mot et t'obliger à écrire une petite histoire, je sais pas, en 250 mots, ou alors de prendre une ligne de dialogue et l'insérer dans un texte. Soit tu t'entraînes vraiment de façon... pas bête et méchante, mais voilà, tu prends une consigne très simple et tu t'entraînes sur ça. Ou vraiment, alors c'est un truc qui est de plus en plus difficile à faire vu qu'on a des téléphones et des réseaux sociaux, mais des fois juste de laisser son esprit vagabonder. Et je trouve qu'un des meilleurs exercices aussi, des fois, c'est juste de regarder les gens. En fait, tu te mets dans le bus, dans la rue, dans une terrasse de café, juste regarder autour de toi. L'observation, quoi. Ouais. Observer est hyper important. Mais que ça soit les gens, parce que moi, je suis très attachée au personnage, mais même en fait pour des décors, de faire attention. Enfin, tu vois, ta déco te reflète, ma déco me reflète, et donc de faire attention à ce genre de détails te permet aussi de créer tes personnages. Ou même de faire attention à tes sensations quand tu es quelque part, à des odeurs, aux bruits, pour pouvoir les retranscrire, parce qu'il y a toujours cette consigne du show don't tell, montre, ne raconte pas, et donc essayer vraiment de passer par tous les sens. Et c'est un exercice en fait, de faire attention à ton environnement, de trouver les mots pour le transcrire, ça il faut... Oui, parce que l'écriture, c'est un moment où tu imagines, quoi, et t'as pas le son, t'as pas l'image, donc à toi, par l'écriture, de... si ton personnage a froid, il faut que ton lecteur ait froid, quoi. Et donc comment, par des mots, en fait, tu t'arrives à retranscrire cette idée-là. Et alors aussi, un bon exercice, c'est juste, justement, voilà, ton personnage a froid, comment tu fais ça ? Est-ce qu'à un moment donné, tu as lu quelque chose où ton personnage avait froid ? Ok, comment c'était fait ? Et tu vas aller chercher dans le roman, retrouver les termes, etc. Et il faut pas avoir peur non plus d'aller piocher en fait, chez les autres. On s'inspire les uns des autres. Pas faire du plagiat non plus, mais ce roman, je l'ai vachement aimé.
mais pourquoi, comment il est construit, qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les scènes importantes, etc. etc. Faut pas hésiter à aller voir. Donc on a parlé de comment exercer son imaginaire et son écriture, on a parlé aussi de la façon dont l'écriture était à la portée de tout le monde, et toi avec un nouveau projet qui s'appelle Scriptura, tu vas lancer des résidences d'écriture. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse un peu de ce projet et sur ce qui va se passer? Donc les ateliers Scriptura sont nés de mon envie de créer des lieux de rencontre et d'échange parce que je participe à des cours de photo depuis 3-4 ans aux Beaux-Arts, et en fait c'est des lieux c'est des cours que j'ai beaucoup aimés parce que c'est des endroits où on fait pas de la photo, on se retrouve pour regarder les photos des autres, pour apprendre la technique, pour retoucher nos photos, pour vraiment se faire une culture. Et je trouvais que ça manquait pour moi en écriture parce que j'avais déjà cherché en fait à participer à d'autres ateliers. Enfin, j'avais envie d'échanger parce que je me sentais un peu bloquée, mais je trouvais pas ce genre de format, d'endroit. Et à la base, ça devait prendre le format de cours hebdomadaire. Et je me suis dit, non. Ça me paraît... je sais pas, je me sentais pas capable de mener ça, en tout cas. Par contre, j'adore organiser des week-ends, organiser des événements. Et je me suis dit, le format week-end, pour le coup, serait plus adapté, peut-être. Et donc, l'idée était de prendre une thématique. Donc, c'était débloquer son roman, créer vos personnages, comment se lancer dans un roman, bien structurer son intrigue, enfin voilà, vraiment prendre des problématiques, en tout cas liées au roman pour l'instant, et d'avoir comme ça une journée complète sur cette thématique, et on mange bien, avec un cuistot, dans des endroits aussi très jolis. Alors moi j'ai vraiment prospecté dans toute la Vienne pour les ateliers Scriptura. Et puis voilà, donc il y aura vraiment l'atelier purement technique et puis après d'autres activités à côté, donc plus ou moins toujours liées à l'écriture, mais voilà, l'idée est de créer des moments d'échange, de rencontres pour les auteurs et qu'ils puissent aussi se créer un réseau parce que c'est quand même assez fermé. Mais en fait, c'est une activité qui est tellement solitaire que pour rencontrer d'autres personnes qui font ça et vraiment réussir à échanger, des fois, il faut chercher. C'est pas facile. Oui, en fait, c'est finalement des week-ends aussi dans des endroits un peu de bien-être, c'est-à-dire assez proches de la nature, avec tout un environnement, on mange bien, on peut se poser, faire des choses si on a envie de faire une pause dans l'écriture. On dit manger bien, puisque le cuistot dont on parle, c'est Thomas Lemasson, et c'est celui qui fait aussi nos buffets sur les expositions et les événements qu'on fait. Et on est sûr de bien manger. Et donc voilà, c'est ça, il y a aussi tout un environnement, c'est-à-dire que se mettre dans un cocon où, en plus d'ateliers où on est accompagné par des professionnels, on est dans un environnement. Et qui sont aussi les professionnels qui suivent, en plus de toi, les personnes qui viennent? Tu veux dire ceux qui animent ou ceux qui animent, oui, oui. Alors là, pour les premiers résidents, je travaille avec Anaëlle Chaudet, qui elle, ça fait 5 ans maintenant que sur Instagram, elle partage des conseils d'écriture, voilà. Elle est pas du tout comme moi dans son approche de l'écriture, elle est très, très structurée. Donc, souvent on parle d'auteurs architectes, c'est vraiment ceux qui planifient tout avant de se lancer. Là où moi c'est vraiment au fil de l'eau, quoi. C'est vraiment plus au feeling. Et là c'est écriture, paysage, c'est ça? Ou non, c'est quoi déjà? Jardinier. Jardinier. Voilà, vraiment la jardinière. Et donc je trouvais ça intéressant qu'on ait ces deux approches complètement différentes, mais c'est vraiment elle qui mènerait l'atelier du samedi, tandis que moi je propose plutôt des ateliers pour un peu débloquer son imaginaire, quoi. C'est voilà, vous avez une consigne, lancez-vous, parce que pour débloquer un peu les gens qui ont peur de se lancer, tout simplement. Et c'est pas ouvert qu'à des personnes qui ont déjà écrit, c'est vraiment ouvert à toutes et tous. Oui, mais parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant, et d'ailleurs aussi dans le cours photo, c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est les différents niveaux de pratique, parce que, certes, les gens qui ont déjà beaucoup écrit, qui ont déjà leurs habitudes, ont peut-être plus à donner, mais ils ont aussi encore plein de choses à apprendre. Et ceux qui arrivent et qui n'ont justement pas tous ces codes, ces pratiques, arrivent aussi avec une nouvelle vision des choses, et ça peut tout à fait alimenter la réflexion d'une personne qui a déjà 10 ans. Parce que je trouve ça très important de rester aussi dans une position de débutant. Enfin, un nouveau roman, c'est toujours une nouvelle histoire. Quelque chose de nouveau, ouais. Oui, voilà, il faut toujours quand même recommencer quasiment à zéro. Si tu as envie de te renouveler, c'est important d'accepter
de redevenir débutant et d'accepter d'autres critiques, d'autres visions des choses. Quand est-ce qu'est le prochain atelier Scriptura? C'est en avril, il me semble. Est-ce que tu peux nous dire quand? C'est du 10 au 12 avril. Ce sera à Sèvres-en-Saumon, au Buis. C'est un super lieu qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, je crois l'année dernière. Et en fait, les propriétaires ont racheté une maison qui est dans un très grand jardin, pour pas dire un parc, auquel ils ont adossé une superbe salle. Donc les ateliers auront lieu là. Et les gens logent dans des tiny houses. Donc il y a 5 tiny houses de 2 lits, 2 à 3 lits. Et voilà, donc c'était vraiment en pleine nature, dans un cadre hyper cool. Enfin, ça va être trop bien. Et il reste des places, alors allez-y. Tout à fait. Et justement, pour ceux qui ont envie de s'inscrire, comment ils font, par quoi ils passent, pour se renseigner, où est-ce qu'ils vont, quoi? Il y a le site internet, Atelier Scriptura. Il y a aussi la page Instagram que vous pouvez suivre. Et c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà très bien. Oui. Est-ce que tu veux rajouter une petite dernière chose pour motiver peut-être les Poitevins, Poitevines à venir sur ces moments? En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, mais surtout à rester à l'affût des ateliers qui existent dans Poitiers, parce qu'il en existe pas mal. Et moi d'ailleurs aussi, je vais en animer des plus ponctuels, justement en amont du grand week-end. Donc si vous n'avez pas encore envie de vous lancer dans le grand bain, vous pouvez venir aux premiers ateliers, et après vous aurez envie de vous lancer dans le grand bain. Et ça, tu donneras les dates au fur et à mesure sur les réseaux. Super. Merci beaucoup, Océane. Merci à toi. À bientôt. Bye.